À la une de ce journal, le président de la République de retour ce soir à Nouakchott en provenance de Sharm el-Sheikh. Le président de la République prononce des discours devant les participants de la COP27 du sommet Moyen-Orient vert et à l'occasion du lancement de l'Alliance internationale pour la résilience face à la sécheresse au Sahel. Le Premier ministre préside le comité ministériel chargé du suivi de l'école républicaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné la capitale ce soir en provenance de Sharm el-Sheikh en Égypte après avoir pris part au sommet de la COP27 ainsi que celui du Moyen-Orient vert et assisté au lancement de l'Alliance internationale pour la résilience face à la sécheresse au Sahel. Le président de la République a été salué à son arrivée par le Premier ministre entouré de certains membres du gouvernement et de hautes personnalités de l'État. Le président de la République a assisté hier à Sharm el-Sheikh en marge de la COP27 au lancement de l'Alliance internationale pour la résilience face à la sécheresse au Sahel, créée à l'initiative du président sénégalais Macky Sall et de M. Pedro Sanchez, le chef du gouvernement d'Espagne. Cette alliance a été conçue comme un outil à la disposition des Nations Unies dans le but d'aider les pays concernés à mieux se préparer aux futures sécheresses. L'occasion pour M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de saluer l'initiative de ses pairs pour la création de cette alliance, affirmant qu'elle intervient en temps opportun, suivant sans plus tarder le discours du président de la République. Excellence, M. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, président de la République du Sénégal, Excellence, M. Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord saluer le leadership de mes amis. Son Excellence, M. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, président de la République du Sénégal, et son Excellence, M. Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, et les remercier vivement pour le lancement de l'heureuse et salutaire initiative de l'Alliance internationale pour la résilience à la sécheresse. Je voudrais également leur signifier mon ferme engagement à leur côté pour la promotion et le développement de cette plateforme collaborative qui cherche à catalyser l'élan politique et les actions visant à réduire la vulnérabilité des pays et des communautés aux impacts de la sécheresse. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Mauritanie, pays désertique dans sa partie nord et sahélien dans sa partie sud, est fortement affectée par la sécheresse qui touche environ 80% de son territoire et dont elle subit de plein fouet les incidences négatives et multiformes, comme la réduction de la productivité des sols et des ressources hydriques, l'insécurité alimentaire et l'exode rural. Ces incidences sont d'ailleurs souvent amplifiées par les inondations et autres phénomènes de météorologie extrême dus au changement climatique. Face à cette situation, nous nous sommes résolument engagés, d'une part, à lutter contre la désertification
à travers le comité inter-État de la lutte contre la sécheresse au Sahel, le SILS, la Grande Muraille Verte et d'autres initiatives. Et d'autre part, à renforcer la résilience de nos populations en améliorant l'inclusivité de nos schémas de développement, en reconsidérant les modes de production de notre secteur rural et en apportant un appui substantiel aux populations vulnérables. Partant, nous sommes convaincus que l'Alliance internationale pour la résilience à la sécheresse constitue un cadre adéquat pour promouvoir un changement de paradigme dans la gestion de la sécheresse en privilégiant la proactivité, en facilitant le transfert des compétences et la mobilisation des ressources. Aussi, j'exhorte tous les pays à se joindre à nous au sein de cette alliance internationale pour la résilience à la sécheresse à laquelle je souhaite plein succès et réussite. Je vous remercie. Ce soir, nous revenons sur les grands axes des discours du président de la République à l'ouverture de la COP27 dans lequel il déclare que notre pays est déterminé à réduire de 11% ses émissions de carbone et à rehausser le taux de ses énergies renouvelables de 50% d'ici à 2030. Il a par ailleurs affirmé lors de la deuxième édition du sommet Moyen-Orient que cette initiative du prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite et Premier ministre constituera un appui fort aux efforts du continent africain face au changement climatique et à ses répercussions économiques et sociales. Mohamed Khattab. Dans un discours qu'il a prononcé lors de sa participation en marge du sommet mondial sur le climat COP27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte, à la deuxième édition du sommet du Moyen-Orient vert lancé par son Altesse royale le prince Mohammed Ben Salman, prince héritier du royaume frère d'Arabie Saoudite et Premier ministre, le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Qazouani, a souligné que cette initiative confirme l'engagement et le leadership du Royaume d'Arabie Saoudite aux efforts internationaux visant à construire un avenir plus durable pour le monde entier. Il a ajouté que cette initiative lancée en 2021 reflète le souci de l'Arabie Saoudite d'une approche collective face au changement climatique dans la région et constituera un appui fort aux efforts du continent africain face au changement climatique. Il est certain que les mesures prises dans le cadre de cette initiative, outre leur impact positif sur l'environnement, constitueront un appui fort aux efforts du continent africain face au changement climatique et à ses répercussions économiques et sociales, notamment les efforts entrepris par la République islamique de Mauritanie à cet égard, qui se traduisent par notre contribution nationale et qui a été passée en revue lors du sommet de Glasgow. Il convient de rappeler que dans un discours prononcé hier devant la conférence de Sharm el-Sheikh sur les changements climatiques, dite COP27, le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Qazouani, avait précisé que nul besoin aujourd'hui de discours pour diagnostiquer la situation écologique alarmante de notre planète, ses conséquences destructrices sur le plan social et économique, et ce qu'elle constitue comme menace permanente sur l'avenir de la Terre et la vie humaine de manière en général, toutes choses observables dans divers aspects de la vie. Il a souligné que ce qui importe aujourd'hui et qui revêt le sceau de l'extrême urgence, c'est la prise des mesures nécessaires pour stopper cette détérioration de l'environnement, engendrant des conséquences négatives multidimensionnelles, en construisant des systèmes de développement moins dépendants du carbone et en s'orientant progressivement vers les énergies renouvelables et alternatives pour tendre vers une transition écologique durable. Il a réaffirmé la détermination de notre pays à contribuer de façon significative à la résolution de la problématique internationale de l'environnement en réduisant les émissions de carbone et en procédant au rehaussement du niveau des énergies renouvelables. C'est dans ce cadre que nous sommes décidés en République islamique de Mauritanie, tel que cela apparaît dans notre proposition faite à Glasgow,
a contribué de façon significative à la résolution de la problématique internationale de l'environnement en réduisant de 11% les émissions de carbone et en procédant au rehaussement du niveau des énergies renouvelables dans la totalité de sa consommation énergétique pour atteindre 50% à l'horizon 2030. Nos efforts dans ce sens seront renforcés par un programme de grande envergure en cours de lancement visant le développement de l'hydrogène vert susceptible de fournir à notre pays une source alternative et pérenne en énergie propre. J'appelle à cet effet l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la Mauritanie à participer à l'exécution de ce projet. En sus de nos efforts visant la promotion des énergies propres qui couvrent aujourd'hui 40% de l'ensemble des énergies utilisées, notre pays poursuit sans relâche la lutte contre la désertification dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte et du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, le CILS. Je profite de cette occasion pour lancer un appel pour plus d'aide aux commissions climat africaines pour ce qu'elles apportent comme contribution appréciable dans la réalisation de l'agenda 2063. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a clôturé son discours en rappelant que la nonchalance face à ce que vit le monde comme défi climatique de grande envergure risque de coûter cher à l'humanité. Il est, a-t-il dit, de notre responsabilité collective de s'engager dans une dynamique nouvelle alliant tous les efforts individuels et collectifs pour réaliser la transition écologique souhaitée et traduisant notre solidarité les uns envers les autres pour faire face aux conséquences sociales et économiques difficiles engendrées par les changements climatiques. Il a renouvelé l'appel lancé à tous les partenaires pour une augmentation de l'aide aux pays en développement et pour faciliter l'accès au financement après leur adoption et a souhaité grand succès aux travaux de cette conférence sur le climat et a félicité les Émirats arabes unis pour l'organisation de la prochaine COP 28. Le comité ministériel chargé du suivi de l'accès à l'école républicaine a tenu ce mardi sa réunion périodique sous la présidence du Premier ministre Mohamed Bilal Messoud. Le comité a suivi 3 exposés portant d'abord sur les conditions de l'ouverture scolaire, ensuite sur l'exclusivité de la première année fondamentale au niveau de l'enseignement public et enfin sur la rénovation des écoles. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et les walis de Nouakchott sont intervenus à ce propos. Au terme des échanges, le Premier ministre a instruit les départements concernés à poursuivre l'exécution des recommandations issues des réunions du comité afin d'assurer la réussite de l'école républicaine conformément aux instructions du président de la République. À cet effet, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif continue de s'informer sur le terrain sur le déroulement de l'année scolaire 2022-2023. Ce matin, M. Brahim Waloul Mohamed Lemine a visité l'école Bilal relevant de la Muqata'a de Riyad dans la wilaya de Nouakchott Sud pour s'informer sur le déroulement des cours dans cet établissement. La visite s'inscrit dans le cadre des changements que connaît cette année le système éducatif suite à l'application de la réforme visant l'instauration de l'école républicaine. À l'issue de la visite, l'inspecteur départemental de l'enseignement fondamental de Riyad a précisé que le début des cours s'est déroulé dans des conditions normales, ajoutant que des tenues scolaires uniformes ont été distribuées aux élèves. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a par ailleurs exhorté les responsables des structures de l'éducation à rapprocher leurs services des usagers au cours d'une réunion qu'il a tenue avec eux après avoir visité leur direction. Amina Mtril.
La visite de terrain effectuée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif dans certaines directions relevant de son département a été entamée par la direction de l'éducation fondamentale où il a été édifié sur les efforts fournis visant l'enregistrement des nouveaux élèves sur les listes nationales, entre autres. Le ministre s'est par la suite rendu à la direction de l'enseignement secondaire où il s'est enquis des programmes d'accompagnement et des activités extrascolaires organisées par la direction. Troisième étape de la visite du ministre, la direction de la promotion de l'enseignement des sciences où il a constaté de près certains projets scientifiques et des appareils fabriqués localement destinés à la pratique par les élèves des enseignements appris. Il s'est ensuite rendu à la Direction générale des ressources où il a été édifié sur le rôle de la direction dans l'accompagnement de l'évolution du système éducatif. Cette visite a été suivie d'une autre faite à la Direction de l'enseignement privé où les responsables ont, chacun en ce qui le concerne, pris la parole pour expliquer les tâches effectuées par leur direction. La réunion tenue à ce niveau a été l'occasion de souligner les défis rencontrés, y compris les formalités d'octroi de licence pour les écoles privées et la permission d'y enseigner. Enfin, l'Institut pédagogique national a été la dernière étape de la visite du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif où il a retrouvé les personnels des directions visitées avec qui il a partagé la stratégie et philosophie de la réforme du secteur. M. Brahim Wadoul Mohamed Lamine a indiqué lors de cette rencontre que la réforme du système éducatif a été élaborée sur la base d'un diagnostic précis de la réalité de l'enseignement dans notre pays et qui a été couronnée par la promulgation de la loi directrice. La première étape, explique-t-il, a été exécutée l'année dernière avec le lancement de l'école républicaine et tout ce qu'elle représente. Il y a, ajoute-t-il, davantage de travail à faire concernant le contenu des manuels scolaires, les ressources humaines, le suivi et l'encadrement direct du travail des institutions éducatives. Il a, à la fin de son intervention, exhorté les directeurs sectoriels à effectuer un travail de proximité visant à s'assurer de l'application des différentes réformes dans les écoles publiques qui disposent déjà de tous les moyens humains et logistiques nécessaires à cela. Il est à noter que les visites effectuées par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif visent l'accompagnement de l'instauration de l'école républicaine regroupant toute la jeune génération mauritanienne dans les mêmes conditions et leur offrant les mêmes avantages. Restons encore dans ce volet éducation pour parler de cette formation visant à outiller les participants sur les méthodes d'analyse des interventions au profit des enfants et des adolescents non scolarisés en Mauritanie. La formation est organisée conjointement par le ministère de l'Éducation nationale, l'UNICEF et l'UNESCO et c'est Aminam Takhlil que nous retrouvons de nouveau. Remédier au dysfonctionnement du système éducatif afin de garantir une éducation équitable dans le cadre de l'école républicaine est l'objectif de cet atelier visant à faire un inventaire des interventions en faveur des enfants et adolescents non scolarisés en Mauritanie. Lors de son mot d'ouverture, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Ahmed Oudartera, a indiqué que l'année scolaire 2022-2023 a constitué un tournant déterminant au niveau du secteur de l'éducation nationale, puisqu'il constitue le début de l'exécution de la réforme du système éducatif. Il a ajouté que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, conscient du rôle de l'éducation dans le futur des nations, a appelé tous les citoyens et dirigeants sectoriels du domaine de l'éducation à contribuer à l'accompagnement de la réforme. Pour sa part, le représentant de l'UNICEF dans notre pays, M. Marc Lucet, a précisé que la présente rencontre s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'éducation des enfants non scolarisés, un programme mené en collaboration avec son institution et des partenaires au développement. 3 jours durant, les participants à cet atelier œuvreront à ressortir des recommandations visant à mettre en place un mécanisme efficace permettant d'intégrer les enfants et adolescents non scolarisés dans le système éducatif national mauritanien. Direction à présent l'Adrar et l'Inchiri, précisément à Gjoust et Aoujeft, dans lesquels le ministre de l'Agriculture s'est informé sur le déroulement de la campagne agricole. Amina Takan. Le ministre de l'Agriculture Yahya Oulouaqf a visité les oasis victimes de détérioration des terres. Il s'agit de l'oasis Mhajrat, Loudey, Aoujeft, Ouad, Tebiran dans la Muqata'a d'Aoujeft, en plus de l'oasis de Ma'aden, El
Ervan. Les agriculteurs de la localité espèrent que cette visite du ministre permettra l'évacuation des eaux stagnantes. Dans une déclaration, le ministre de l'Agriculture, Yahya Ould Ahmed Waqf, a déclaré que cette tournée lui a permis de s'informer sur le déroulement de la campagne agricole et ses répercussions sur les populations, mais également de constater de visu les dégâts subis par certaines oasis dans les lieux de la Muqata. Le ministre a affirmé que l'État ne ménagera aucun effort pour accompagner les agriculteurs qui ont subi des pertes, soulignant que la localité agricole de Yaqreb, inexploitée depuis des années, reprendra ses activités grâce aux efforts qui seront déployés par le département. Il a aussi précisé que des missions chargées d'évaluer les pertes subies du fait des eaux de ruissellement seront dépêchées dans certaines oasis, émettant le vœu d'obtenir les moyens nécessaires pour soutenir les agriculteurs victimes, insistant sur l'importance des eaux des oueds dans l'alimentation des nappes souterraines. Il a en outre assuré les agriculteurs de l'Adrar sur la poursuite des efforts du projet développement des oasis dans le but d'accompagner les agriculteurs des oasis. Ensuite, le ministre de l'Agriculture, Yahya Ould Ahmed Waqf, s'est réuni avec les acteurs du secteur dans la wilaya de Linchiri. Au cours d'un mot prononcé pour la circonstance, le ministre a indiqué que l'objectif de la réunion est de s'informer de près des problèmes que rencontrent les agriculteurs de Linchiri pour leur trouver des solutions, appelant à redoubler les efforts pour réaliser l'autosuffisance alimentaire. Lui succédant, la présidente du conseil régional a abondé dans le même sens, indiquant que la wilaya, en plus d'être une wilaya à forte potentialité minière, est également une wilaya agropastorale par excellence. De son côté, le maire de la commune, Ahmed Yacoub, a souhaité la bienvenue au ministre, se félicitant de cette visite d'une importance extrême pour les populations de la wilaya, notamment les agriculteurs, eu égard aux répercussions qu'elle aura sur le succès de la présente campagne pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations en général et des agriculteurs en particulier. Dans leurs différentes interventions, les agriculteurs ont été unanimes et ont insisté sur l'importance de cette visite, appelant à rendre disponible le grillage, le matériel agricole, le crédit agricole et à réhabiliter les barrages. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Théazour et la Commission nationale des droits de l'homme ont décidé de mettre en synergie leurs efforts. Les patrons des deux institutions, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed et Maître Ahmed Salem Ould Bouhoubaini, ont signé ce mardi au siège central de Théazour à Nouakchott un accord de partenariat destiné à répondre aux principales demandes et besoins présentés par les groupes pauvres et vulnérables de la population qui ont subi ou souffrent encore d'injustice et de marginalisation. L'accord vise également à conjuguer les efforts pour développer la coopération entre les différents acteurs dans le domaine des droits de l'homme afin de relever les défis liés à la garantie des droits sociaux, économiques et civils des groupes cibles, notamment dans les domaines de l'accès à l'eau potable, à la santé et aux services d'éducation, d'électricité et tous les droits économiques et sociaux et culturels des citoyens de manière à leur assurer un niveau de vie décent. Il s'agit aussi d'assurer la formation et l'encadrement dans les domaines de la gestion de projets générateurs de revenus afin de favoriser l'insertion économique des citoyens ciblés. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a par ailleurs une entrevue avec le président de l'Union nationale du patronat mauritanien centrée sur les objectifs de la Commission nationale des droits de l'homme en termes de protection et de promotion des droits de l'homme. La rencontre a aussi abordé les voies et moyens permettant de diversifier et de développer la coopération entre les deux entités, particulièrement dans le domaine du droit au travail.
Nous clôturons ce volet consacré à la Commission nationale des droits de l'homme par les travaux du Forum mondial sur la justice juvénile et la privation de la liberté qui ont démarré ce matin dans la capitale. Plus de détails sur cette rencontre avec Abdullah Damaba. Une cinquantaine de pays prennent part à ce forum mondial sur la justice et la privation des libertés pour les enfants. Il s'agit de traiter de la privation des libertés en tant que facteur de violence structurelle contre les enfants et les voies et moyens permettant à cette frange de sauvegarder sa liberté dans des contextes de conflits armés. Le commissaire adjoint au commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rasoul Hal, a déclaré que l'adhésion de notre pays à cet événement constitue une opportunité d'évaluer le travail entrepris dans ce cadre pour les enfants. En plus, mobiliser, dit-il, les acteurs concernés pour faire face aux défis sans précédent que connaît le monde. Il a enfin indiqué que la Mauritanie est dotée d'un code de protection de l'enfant, d'un conseil national de l'enfance et d'un observatoire de défense des droits des femmes et des filles. Le contexte lié à la tenue de ce forum a été élucidé. Le Forum mondial sur la justice et la privation de liberté qui se tient aujourd'hui en Mauritanie constitue une grande opportunité, dirais-je, unique, de réunir ce grand nombre d'acteurs clés de la justice et des droits de l'enfant au niveau international et national pour promouvoir le dialogue et la coopération autour de sujets centraux et actuels de la protection de l'enfance. Il sera sans doute une occasion pour nous de mettre en commun nos expériences, nos synergies et nos réflexions en se basant sur les résultats de l'étude mondiale du secrétaire général des Nations Unies sur les enfants privés de liberté en 2019. Les enfants n'ont pas leur place dans les prisons. D'ailleurs, il est lieu de rappeler encore et toujours que le retrait d'un enfant de sa famille ne devrait avoir lieu que lorsqu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas demeurer dans le cadre familial. Les alternatives à la détention existent, elles ne sont pas difficiles à mettre en œuvre et sont presque toujours moins coûteuses que la détention. Nous devons les utiliser pour le plus grand nombre possible des enfants concernés et pas seulement pour quelques enfants chanceux. Le président de l'initiative internationale pour la défense des enfants, Abdelmaref Komaki, a déclaré que la tenue de ce forum vise à donner un nouvel élan à la mise en œuvre des recommandations de l'étude publiée par les Nations Unies. Il a fait part de la nécessité de trouver des alternatives à la détention des enfants. Rappelons que cette rencontre s'étale sur 2 jours. Le secrétaire général du ministère de la Santé s'est rendu ce matin au centre de santé du quartier Sebra dans la wilaya de Nouakchott-Ouest pour s'informer de l'état d'avancement du processus de modernisation et de numérisation du système national de santé au niveau de ce centre. Le processus vise globalement à contribuer à l'atteinte de l'objectif de couverture sanitaire universelle. Retour à Abdullah Damaba. Le secrétaire général du ministère de la Santé s'est rendu au centre de santé de Sebra pour s'informer de visu du niveau d'avancement du processus de modernisation et de numérisation du système de santé. Ce processus vise à contribuer à l'atteinte de l'objectif de couverture maladie universelle. Sur les lieux, il s'est rendu dans les différents bureaux de ce centre de santé afin de s'enquérir du processus de prise en charge des patients de la consultation en passant par l'admission, l'hospitalisation et les soins. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Lamine El Haj, a précisé que cette infrastructure sanitaire est un centre pilote dans le cadre de la modernisation et numérisation du système de santé. Il a exprimé sa satisfaction après avoir suivi les différentes étapes qui caractérisent le parcours des patients de l'accueil jusqu'à la sortie. Après cette visite, et on a vu une vraie modernisation, de nouveaux équipements, une digitalisation, une nouvelle capacité de soins, et on voit vraiment une offre de soins qui s'améliore. Et nous avons vu avec la directrice générale comment se mettra en place la nouvelle assurance maladie qui vraiment apportera aux patients, aux patientes une capacité d'accéder aux soins à très bon prix. Ils pourront aller voir le médecin, ils pourront se faire prescrire des médicaments, ils pourront faire des examens de laboratoire
avec l'assurance santé, eh bien, ils paieront vraiment un prix extrêmement modique. La directrice du Centre national de l'assurance solidaire santé CNAS, Mme Amal Menchidoul Cheikh Abdallah, a affirmé que cette visite a constitué une opportunité d'effectuer un suivi de l'expérimentation de la numérisation des services médicaux. Elle a aussi précisé que la digitalisation est un enjeu majeur pour faciliter la prise en charge et le suivi sanitaire des patients. Elle a enfin déclaré que les normes requises pour tout système d'assurance et à la CNAS, Caisse nationale d'assurance solidaire santé, sont disponibles au sein de cette structure de santé. Le Conseil national de la jeunesse, à l'écoute des préoccupations des jeunes, l'organe a entamé ce jour des séances d'écoute avec les jeunes autour des principaux problèmes qu'ils rencontrent. Naja Jekani. Le Conseil national de la jeunesse a lancé des séances d'écoute au profit du groupe diversifié de jeunes sur les préoccupations liées au développement des idées. S'exprimant à cette occasion, la présidente du Conseil national de la jeunesse, Mme Zainabou Abdeljelil, a précisé que la présente expérience du genre dans le pays vise à inclure le point de vue et la voix des jeunes dans toutes les activités et les actions de jeunesse, de manière à influencer la prise de décision et le déroulement des activités, notamment l'organisationnel. Au cours de la séance d'ouverture, les participants ont mis l'accent sur les difficultés entravant la réalisation des objectifs et des ambitions fixées par les jeunes. Il est à noter que le Conseil national de la jeunesse s'engage à travers ces séances d'écoute à offrir un environnement inclusif où la diversité est encouragée. Pour plus d'informations sur ces séances d'écoute avec les jeunes, nous avons le plaisir d'accueillir M. Ismail Silla, membre du Conseil national de la jeunesse. Monsieur Ismail, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui a motivé ces rencontres avec la jeunesse et dans quel but? Bonsoir, merci pour la question. Tout d'abord, je me présente, c'est Ismail Silla, membre du Conseil national de la jeunesse. Et pour rappel, ce conseil a été mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. Et dans sa volonté d'impliquer davantage la jeunesse dans le développement socio-économique du pays. Et au-delà, ce conseil, c'est un conseil consultatif, mais au-delà de l'aspect consultatif, on aura un rôle dans la conception et la mise en œuvre des programmes, bien sûr avec les autres départements qui interviennent dans le cadre de la jeunesse. Et pour répondre à cette question, donc, cette phase d'écoute est vraiment un élément essentiel dans notre plan d'action, qui consiste avant tout à écouter les jeunes de toutes les catégories de la Mauritanie afin de voir les problématiques qu'ils rencontrent pour que dans un second temps, on pense à l'étape solution, c'est-à-dire qu'on voudrait impliquer les jeunes dans la proposition de solution qu'on aura à faire, Inch'Allah, après cette phase d'écoute. Et quel canal utilisez-vous pour accéder aux jeunes que vous souhaitez entendre? Donc, dans cette première phase, ce qu'on a fait, on a invité les jeunes à des sessions d'écoute au niveau du siège. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie vraiment concrète sur le terrain. On a d'abord fait un tour au niveau des différents ouali de Nouakchott. Ensuite, les hackers et certains maires afin de les concerter dans l'approche. Ensuite, on a fait venir ces éléments actifs de la jeunesse au niveau du Conseil national de la jeunesse afin d'organiser et de mettre en pratique ces séances d'écoute qui ont commencé aujourd'hui et qui vont continuer dans les prochains jours et semaines, Inch'Allah. Avez-vous un message ou des messages à passer à l'endroit de vos interlocuteurs, en l'occurrence les jeunes? Le message principal qu'on souhaite transmettre, c'est que c'est vraiment la jeunesse au cœur des stratégies et des projets du gouvernement, au cœur des projets qui vont être mis en place dans les années à venir, afin qu'on participe tous
tous les jeunes de la Mauritanie, de toutes les couches, toutes les catégories, pour pouvoir vraiment prendre notre part et jouer notre rôle dans le développement du pays. Ça, c'est le principal message. Ce n'est pas que le Conseil national de la jeunesse, c'est tous les jeunes. On porte la voix, mais on compte sur la participation de tous. Tant mieux, on vous souhaite bonne chance et merci. D'être venu vous exprimer sur le plateau d'El Mauritania. Je rappelle qu'il s'agit de M. Ismail Silla, membre du Conseil national de la jeunesse. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République de retour ce soir à Nouakchott en provenance de Sharm el-Cheikh. Le président de la République prononce des discours devant les participants de la COP27 du sommet Moyen-Orient vert et à l'occasion du lancement de l'Alliance internationale pour la résilience face à la sécheresse au Sahel. Le Premier ministre préside le comité ministériel chargé du suivi de l'école républicaine. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.